savons où trouver le chemin. Opposés à la lumière, nos âmes en perdition. Chaque pas, chaque note est un chant de rage pour un avenir où le mensonge nous fait vivre. Les sorcières, succubes et démons dans la nuit, nous dansons. Adoration de la noirceur, notre transcendance, notre renouveau, notre chant de victoire. Invoquons la horde de morts vivants pour submerger la société. Nos sorts, nos chants, ils se transforment. Jubilation, sexualisation des générations pour un monde où les ombres aspirent à la lumière. Hymne de la décadence, c'est notre prière. Dans l'ombre, notre force est multipliée. Chaque jour un nouveau blasphème, une nouvelle guerre, peste et négligence organisée. L'hymne de la décadence, notre serment, notre choix. Dans l'obscurité, nous savons où trouver le chemin. Opposés à la lumière, nos âmes en perdition. Chaque pas, chaque note est un chant de rage pour un avenir où le mensonge nous fait vivre. Dans l'obscurité, nous savons où trouver le chemin vers la lumière, où nos âmes sont en paix. Chaque pas, chaque note est un chant d'espoir pour un avenir où la vérité est notre salut. Face à l'appel de l'abîme, Yann Rochdy en appelle à une révolution viriliste. Face aux ombres de la censure, un duel bobo urbain
éduqués, l'aube de la résistance, une alliance contre les nécromanciens, contre les hordes de morts vivants, pour le nouvel empire, pour la révolution viriliste, pour trouver l'amour dans les ruines. Hymne de la Renaissance, notre chant de gloire, sur les ruines nous nous relevons avec foi et ferveur. Nous n'abandonnons pas, même vaincus, tant que le mal sera debout, tant que le mal sera debout, pour notre hymne de la Renaissance, c'est la révolution viriliste, avec Yann Rochdy. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 21 avril 2025, la troisième guerre de l'opium, deuxième partie de la recension de The Least of Us, des histoires de l'Amérique et d'espoir en ces temps de fentanyl et de meth de Sam Quinones. Chronologie de la ruée vers l'art du fentanyl. On s'était quitté la semaine passée à ce point-là dans le récit 2014, exactement. L'année précise. Une enquête qui nous amène dans la vallée centrale de Californie, Central Valley. Ensuite de ça, à San Diego. Ensuite de ça, au Mexique. Et finalement, jusqu'en Chine avec le ministère de la Sécurité publique, le MPS, l'équivalent du FBI, du Parti communiste chinois, qui est le seigneur narcotrafiquant Gordon Gin. Fin de la saga de la famille Sackler. Comment designer un produit de surconsommation, que ce soit de la nourriture, que ce soit une drogue, quelque chose d'addictif, pour invoquer des hordes de morts vivants et préparer l'étape ultime de cette pandémie de mort de désespoir, d'invocation de morts vivants. Les nouveaux morts-vivants agressifs, c'est comme ça qu'on va terminer le livre au prochain épisode mercredi. Et donc, je vous rappelle que le contenu n'est pas gratuit. À un certain moment, si vous écoutez en rediffusion, ça va couper. Et vous allez devoir vous abonner 5$ par mois. Vous allez dans la section souscription. Il y a le contenu avec les pastilles vertes réservé aux membres. Vous avez priorité. C'est 5$ par mois, un café par mois pour avoir tous ces contenus-là. Vous pouvez aussi vous abonner sur LuxMedia, pas de LuxMedia, .info. Vous pouvez aussi vous abonner à LuxMedia, mais vous vous abonnez à YannRochdy.com. C'est la même plateforme. Donc, YannRochdy.com, Vidéon, LuxMedia.info, c'est Vidéon. C'est Alec Loisel qui fait ça. C'est incensurable, non censurable. Tu peux pas bloquer ça. C'est la dernière étape après Rumble. Il reste Vidéon. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon infolette Substack, YannRochdy.substack.com. Les vidéos sont downloadées, uploadées après la fin du direct. Dans la section podcast ici, vous avez les contenus en question. Et même si vous voulez pas payer 5$ par mois, vous avez accès aux infolettes où je fais l'archivage de tous les podcasts que je fais. Aussi quand je fais des participations sur d'autres podcasts, sur YouTube ou ailleurs. Et si vous vous abonnez en payant sur le Substack, je vais vous donner accès à mon site web YannRochdy.com. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est 5$ par mois. On est dans la saison morte. C'est la grosse saison morte. Donc, chaque don est important. Et donc, grâce à François Aubé, le trésorier de la Nouvelle Inquisition, et grâce à Marthe, qui ne veut pas être nommé, je donne juste son acronyme. Donc, 23$ de Marthe et 100$ de François Aubé. Grâce à vous, vous avez sauvé ma semaine passée. J'ai pas payé mon téléphone ce mois-ci. Donc, j'ai besoin de vous. Chaque don est important. 5$, 10$, 20$, peu importe. Ça m'aide à continuer ce travail-là. Donc, aujourd'hui, on commence avec la 6e histoire F de Sam Quinones.
F pour Fentanyl Gold Rush. C'est le début de la ruée vers l'or du fentanyl officiellement en 2014. Et là, faut que vous compreniez, là, c'est la première fois au Québec qu'on traduit l'histoire chronologique officielle de ces surdoses d'opioïdes, les morts de désespoir, en français, avec les sources statistiques officielles, mais pas juste ça. Les sources policières officielles, avec les premiers noms des policiers et des trafiquants qui participent à cette chronologie. Donc, nous sommes, deuxième partie, de la vraie histoire de Breaking Bad. On se rappelle, la semaine passée, je vous ai parlé du vrai chimiste, El Cerebro. C'est pas un Américain qui s'appelle Walter White, cancéreux, devenu chauve, qui se met un chapeau sur la tête et qui, pour devenir drug lord, va camoufler une bombe dans des cristaux, dans du crystal meth, et lancer la bombe à un drug lord dans la première saison. Non! C'est pas ça la vraie histoire de Breaking Bad. La vraie histoire de Breaking Bad, c'est des petits Mexicains avec à leur tête El Cerebro, qui va avoir un financier et un lien avec le cartel Sinaloa et des gangs de rue de Chicago. Et je pense que c'est Oscar Montoya, le financier du laboratoire de El Cerebro, va se faire trucider par les drug lords et El Cerebro va se faire arrêter en 2006. En 2006, nous avions déjà du fentanyl. Donc, il y a des gens au Canada, aux États-Unis, dans les médias, chez les politiciens, qui disent « Ouais, fait que le fentanyl, ça a commencé autour de 2010. » Faux. C'est faux. Donc, déjà, en 2006, et déjà même avant, on avait des test runs de fentanyl. On va voir ça aujourd'hui. Mais El Cerebro, arrêté en 2006, le fentanyl qui avait apparu quelque part à plusieurs endroits aux États-Unis, dont Chicago, ça disparaît. 2013, la plupart des accros morts-vivants, accros aux opioïdes, vont switcher de l'Oxycontin et des autres types, Percocet, ces affaires-là, les drogues de Purdue Pharmaceutical, de la famille Sackler. Ils vont switcher, la majorité vont switcher parce que c'est rendu trop cher et trop difficile d'accès. Ils vont switcher à l'héroïne Black Tar des Mexicains. Ça, c'est 2013. Et 2015, un an après le début de la ruée vers l'or du fentanyl, le fentanyl va devenir le numéro 1, supplanter l'héroïne. Donc, en 2 ans, le switch Oxycontin, héroïne, fentanyl se fait en à peu près 2 à 4 ans pour une majorité des morts-vivants. Et c'est ça, le début de l'invocation des nouveaux morts-vivants. Parce que les morts-vivants ne sont plus les morts-vivants d'avant. Très important à comprendre. Avant, dans les années 60 jusqu'en 2010 à peu près, nous avions les morts-vivants de George Romero. Ça, c'est les morts-vivants niveau 1. Dorénavant, nous avons des morts-vivants niveau 4, mesdames et messieurs. C'est des morts-vivants niveau 4. Niveau 4, là, en passant, on est à un niveau d'avoir 2 attaques par round quand on est un joueur à Donjons et Dragons. C'est très important, là. Niveau 4, c'est le dernier niveau avant de rentrer dans la cour des grands. Ces morts vivants-là, ils courent, ils crachent, ils violent, ils brûlent, ils font des trucs bizarres. Ils sont capables de réfléchir. Et ils sont fucking agressifs. C'est des morts vivants niveau 4. Donc, à partir de 2015, pourquoi on dit que le fentanyl est rendu le numéro 1 des surdoses de morts vivants?
C'est parce qu'on a des clusters, des foyers d'éclosion de 20 à 50 overdoses de fentanyl et ou héroïne. Et là, c'est ça. On a donc des foyers de 20 à 50 morts, partout dispersés, et on peut retracer de manière chimique d'où vient la provenance de ce fentanyl-là, qui est le vendeur qui l'a inséré le fentanyl dans la dose d'héroïne. Parce que, en plus de ça, on n'a aucune idée comment faire quand on est un vendeur de drogue à cette époque-là. Donc, ils font ça n'importe comment. Et donc, ça, c'est la deuxième raison pourquoi il y a des foyers de 20 à 50 morts. El Cerebro, le premier innovateur de la technique éphédrine pour la technique éphédrine qui avait été inventée par les Japonais, Deuxième Guerre mondiale. El Cerebro la redécouvre et la modifie pour avoir le meilleur rendement possible, de manière la plus facile possible. Mais il explique très bien dans ses explications, dans ses notes, il faut mixer ça, dilution 50 pour 1. Mais les dealers à cette époque-là, ils ne croient pas ça. Ils pensent que c'est une technique de vente, donc ils diluent pas 51 et on va le voir, ils font pas les bons tests. Donc, El Cerebro, il fait la bonne technique d'un chimiste professionnel enregistré à l'ordre des chimistes, parce que c'est une profession. Donc, il explique que faut que tu fasses un test à 1 minute quand tu mélanges. Tu mets toutes tes poudres dans le mélangeur. Et là, tu mélanges. Tu laisses le moteur agir. Tu prends un échantillon à 1 minute, un échantillon à 2 minutes, à 5 minutes, à 10 minutes, à 20 minutes, à 30 minutes. Et là, tu testes chaque échantillon pour voir c'est quoi le pourcentage. Pour arriver jusqu'au pourcentage que tu veux sur plusieurs échantillons de suite afin d'avoir un pourcentage de certitude de 95%. C'est ce qu'on appelle le content uniformity, l'uniformité du contenu de la poudre bien mélangée. Donc, que chaque dose ait un mélange moyen du produit voulu. Et là, ensuite de ça, tu testes évidemment les échantillons sur des rats de laboratoire. Et pourquoi les rats? Parce que les rats, tu peux mesurer des comportements de manière objective. Tu peux dire, ça c'est la face d'un rat anxieux, ça c'est la face d'un rat en dépression centrale, alcoolisé ou peu importe, sous un dépresseur qu'on appelle. Ça c'est un rat en overdose, ça c'est un rat en rage maniaque. Tu peux faire ça. Ensuite de ça c'est de la chimie organique de base, en passant. Ce que je vous explique ça, on fait ça en chimie organique première année au cégep. Et donc, c'est établir un pourcentage de 95% de certitude de pureté d'un composé. Donc, évidemment, la pureté d'un mélange de chimie organique au niveau industriel va dépendre de plusieurs facteurs et c'est un trade-off. Un trade-off, vous connaissez ça si vous êtes un entrepreneur. Plus que tu mets de ressources, d'efforts, de temps, de poids, de ressources et que tu as des déchets à gérer, plus que tu as un produit pur, mais plus que ça te coûte cher. Donc, il y a un trade-off. On va voir tantôt, ça va revenir le trade-off. J'ai dit en poids. Donc, on a vu dans le montage d'introduction les vrais super labs. Les super labs n'existe pas vraiment. C'est une structure qui est constamment en mouvement. Un peu comme durant la guerre du Vietnam avec le Ho Chi Minh Trail. La trail qui reliait le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, pour faire du trafic et du mouvement de troupes
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens, des PME, drug lords, qui décident de commander par Internet ou via des contacts, ou les deux. Ils commandent des produits, que ce soit les précurseurs ou que ce soit les produits déjà préfaits. Et ça vient de plusieurs manières différentes. Et donc, si ils prennent les poudres, ils ont juste besoin d'une presse à pilule et d'une manière de diluer la poudre. S'ils font venir les précurseurs chimiques, précurseurs, ça, c'est les produits chimiques que ça prend pour faire les produits finaux, les drogues. S'il faut que tu fasses des mélanges, des opérations chimiques, tu as des laboratoires de plus en plus innovants. Au départ, ça commence par des cuisines, des sous-sols, ensuite de ça, des dompes, et enfin, des garages, et ça évolue jusqu'à des affaires gigantesques dans un village de 900 habitants en Colombie-Britannique pour faire des centaines de kilos de méthamphétamine et de fentanyl. Et donc, ça, c'est la vraie histoire de la roulotte de Breaking Bad saison 1. Et partout où on a ces premiers laboratoires de fentanyl, méthamphétamine, il y aura un instrument qui n'est pas mentionné dans la série Breaking Bad, mesdames et messieurs. Premier scoop. Une des premières raisons qui ont alerté les policiers, il se passe quelque chose de nouveau. 2013-2014. Partout, il y a des Magic Bullets. Et oui, mesdames et messieurs, les Magic Bullets, le petit robot mélangeur pour se faire des smoothies que tous les bobos urbains éduqués adorent. Partout où les policiers, 100%, pas 99%, 100% des saisies policières, il y aura des Magic Bullets. Donc, au début de l'arrivée du fentanyl, le produit venait par la poste de Chine via des compagnies du partenariat avec Paul Jensen, l'inventeur du fentanyl, qui a vendu sa compagnie à Johnson & Johnson. Et ce dude-là a commencé à construire des usines de produits chimiques et de pharmaceutiques en Chine dans les années 80-90. Donc, on peut mesurer la transition nationale produits antidouleurs, médicaments antidouleurs, pilules vers héroïne. Et ensuite de l'héroïne au fentanyl, en mesurant le nombre de Magic Bullets saisis par la police par jour, par semaine, par mois, par année. On peut faire un graphique, on peut faire un gradient, on peut faire une fonction avec une dérivée seconde. Donc, ça commence l'histoire de la ruée vers l'or du fentanyl commence avec deux policiers, Mike Schmidt et John Delena. Mike Schmidt, c'est un... je sais pas c'est lequel des deux. Il y en a un, c'est le chef enquêteur de la DEA, et l'autre, c'est un autre qui le suit. En Nouvelle-Angleterre, à Akron, en Ohio. On a ensuite de ça un autre dude qui s'appelle John Arrett, caporal de la GRC, spécialiste des laboratoires clandestins, l'unité de Vancouver. Et donc, c'est tout ce monde-là se contacte parce qu'ils se sont rendus compte autour de 2014-2015 qu'ils avaient des Magic Bullets dans leur dossier. Les Magic Bullets, ça a été inventé, ça a été mis sur le marché en 2003 par le président de Alchemy Worldwide LLC. Évidemment, il fallait que le nom de la compagnie soit en lien avec l'alchimie. C'est un beau petit... une belle petite coïncidence freudienne. Donc, Alchemy Worldwide LLC, le président CEO Lenny Sands, enregistré à Sherman Oaks à Los Angeles. Le Magic Bullet,
mélange bien les liquides. Donc, ça fonctionne bien pour un smoothie, pour la crème fouettée. Mais si tu mélanges des poudres, ça ne fonctionne pas. Première erreur des trafiquants de drogue qui utilisaient des Magic Bullets à 30$. Donc, le fentanyl et les fillers qu'on appelle, les fillers, c'est la poudre de plus, parce que tu veux pas juste mettre du fentanyl, parce que tout le monde va crever. Tu veux juste mettre un petit peu de fentanyl. Pour comme ça, tu vas avoir plus de stock à vendre et ton monde crèvera pas. Et donc, tu veux que ta dose soit au niveau parfait. Un sweet spot qu'on appelle addictif, mais pas tueur. Donc, les fillers qu'on ajoute à la poudre de fentanyl, malheureusement, sont de la même couleur que la poudre de fentanyl. Donc, les trafiquants ne voient pas que le mélange ne s'est pas fait. Deuxième erreur. Troisième erreur, ils font pas de test avec des rats à 1, 2, 5, 10, 20, 30 minutes du mélange. Et donc, dans tous les cas, résultat des éclosions, des foyers de dizaines de milliers de morts autour de 2014-2015. Des morts vivants qui font des surdoses de fentanyl sans le savoir. Comme Tommy Raw, R-A-U-H. 6 pieds 200 livres de force et d'intelligence anticonformiste qui fumait du pot et prenait des champignons magiques. Avec un petit frère qui s'appelle Ted et une sœur Ursula, les deux qui adorent leur grand frère. Malheureusement, Tommy Raw, anticonformiste, fait 4 écoles secondaires différentes. Intelligent, mais évidemment pas capable de s'intégrer dans la société. Fait penser à quelqu'un. Et donc, ce mort-vivant est à Akron, en Ohio. On est encore en Ohio, à Akron. Et oui, Akron, en Ohio, c'est une ville spéciale. C'était la capitale des pneus à l'époque. À l'époque où il y avait des pneus en Amérique du Nord. Donc, le caoutchouc venait d'Afrique. Ça vient je me rappelle plus c'est quoi le nom. En tout cas, les caoutchoutiers, des arbres à caoutchouc. Et tu fais des pneus avec. Et évidemment, là où il y a beaucoup de production de pneus, il y a aussi beaucoup de déchets de pneus et donc de recyclage de pneus. Et beaucoup de PME qui jouent avec le caoutchouc et qui innovent avec le caoutchouc. Et donc, dans les années 70, il se passe quelque chose. La Chine ouvre des usines gigantesques avec le caoutchouc synthétique et les jobs déménagent en Chine. Et là, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas la fin du monde quand il y a ça qui arrive. Tu peux faire une transition industrielle, comme ça a été fait à Akron, en Ohio. Ils sont devenus une ville spécialisée en plastique. Donc, ils font des plastiques partout. Production et recyclage de plastique. Encore une fois, toutes les PME s'ajustent. Ça va bien. Le père de Tommy Raw s'appelle Jim Raw. Fait partie de cet écosystème-là. Millionnaire, sans doute. Il transfère une partie de ses business en Chine. Tommy Raw travaille à l'usine, travaille bien, tout va bien. Mais tu sais, évidemment, c'est un pothead. Donc, il fait pas attention à ce qu'il mange. Probablement que c'est un gamer aussi. Et là, finalement, c'est ça. Tommy travaille avec son père autour de 2002, il a 23 ans. Et là, il développe une tendinite. Il va voir un médecin. Le médecin lui prescrit l'Oxycontin. Erreur. Tu ne dois pas donner d'opioïdes à quelqu'un qui est en inflammation de ce genre-là. Une tendinite comme ça. Maximum 2 jours s'il y a quelque chose d'aigu pour permettre de dormir, par exemple. Mais à long terme, c'est une fin de non-recevoir. Il faut jamais faire ça. C'était la pire décision possible. Plus tard,
On lui enlève des dents de sagesse. On lui prescrit encore 30 jours d'Oxycontin. Et là, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il avoue à sa sœur, il est rendu accro aux pilules d'Oxycontin. À la fin des années 60, on avait vécu une chose de semblable avec un opioïde que tout le monde connaît, l'héroïne. Donc, les soldats qui allaient au Vietnam devenaient accros très rapidement à l'héroïne. Sauf qu'il y avait quelque chose de spécial. Les soldats qui revenaient du Vietnam, très rapidement, ils arrêtaient tout comportement de consommation d'héroïne. Pourquoi? Parce que c'est une question d'accès et de rareté. La loi de l'offre et de la demande. Donc, plus tu as accès et plus que tu as d'offres, de quantité dans ta face, plus que c'est facile, premièrement. Deuxièmement, le potentiel, la puissance, la force de la drogue, la pureté de la drogue est à un sommet à partir de... quand tu es au Vietnam à cette époque-là, la drogue était très forte. Sauf que aux États-Unis, c'était tellement coupé par les trafiquants que les gens ils aimaient pas ça. Donc, on revient à Tommy Raw. En moins d'un an, il passe d'une tendinite dans de sagesse à accro à l'Oxycontin. Et ensuite de ça, en moins d'un an, finit dealer d'Oxycontin sur sa job. Il switch à l'héroïne fumée puis shootée autour de 2003, un peu plus d'un an après. Il tombe en amour avec l'héroïne. Il dit à sa sœur, c'était comme voir Dieu. La famille Raw va offrir à Tommy des traitements, autour de 12 traitements. Donc, 12 traitements et rechute. La famille, à un moment, va le séquestrer 1 an sur une ferme, en milieu reculé. Ça va fonctionner, sauf qu'à chaque fois qu'il revient en ville, les mêmes comportements de mort-vivant vont revenir. Il va passer 9 mois chez les scientologues en Californie pour leur thérapie spéciale. Ensuite de ça, il va rester quelques années en Californie à se shooter de l'héroïne. Il va rentrer dans un programme de méthadone. Ensuite, il va s'en aller en Floride. Ensuite, au Mexique. 2 traitements différents. Le premier, une réhab. Le deuxième, un traitement à l'ibocaïne. Partout où il allait, il y avait de la dope. Et Tommy Raw est incapable d'arrêter ses comportements de mort-vivant. En 2015, il est de retour à Akron, en Ohio, toujours sur la dope. Son père va confisquer son cellulaire et il a 37 ans. Et oui, à 37 ans, il faut confisquer le cellulaire du petit garçon à papa-maman mort-vivant à cause de la drogue. C'est la réalité de la guerre de l'opium 3.0. Donc, je vous rappelle, à partir de demain, le 22 avril, vous devrez payer 5$ par mois pour regarder le podcast au complet. Vous allez vous abonner sur YouTube. Vous allez dans la section souscription réservée aux membres. Vous voyez tous les contenus avec la pastille verte. Vous pouvez vous abonner sur yanrojdi.com et évidemment sur yanrojdi.substack.com. Tous les liens sont en description du vidéo dans le bas de l'écran. Si vous voulez payer d'autres manières, il y a aussi d'autres liens. Ethereum, Bitcoin, virement Interac, adresse courriel, Buy Me a Coffee, Gifts and Go. Et merci, cher Patricien. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail qui me prend énormément de temps. Donc, on continue. Printemps niveau 4. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Qu'est-ce que ça prend? C'est la première fois qu'on fait cette histoire-là. On traduit ça en français au Québec.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Je vais faire évidemment un podcast de nouvelles, mais je ne sais pas quand je vais le faire. Je vais le faire soit vendredi, soit samedi. Et ultimement, j'ai aussi commencé la prochaine lecture, la prochaine recension, The Anarchy. Donc ça, c'était une recension qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient avec beaucoup d'impatience, la vraie histoire de la East India Company. Oh! Donc, oui, j'ai de la suite dans les idées. Parce que après la guerre de l'opium 3.0, il faut qu'on revienne aux 2 premières guerres de l'opium pour voir est-ce qu'il y a des trucs comparables. Est-ce que les morts vivants à l'époque des 2 premières guerres de l'opium sont comparables aux morts vivants actuels? Ça, c'est des choses que j'aimerais voir. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi, je suis super curieux. Donc, je vous souhaite une bonne Pâques. Je remercie les patriciens qui vont sauver ma semaine de financement. J'ai une facture de smartphone et une épicerie cette semaine à payer. Bonne soirée, faites attention à vous. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te détrousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Oui, oui! Vous pensiez ce soir que Joe l'Indigo était le radical. Mais en fait, c'est le rochdisme. Et là, faut que je mette quelque chose au clair. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. L'empereur Donald Trump déclare le 2 avril 2025 le jour de la libération. Libération. Un nouvel empire s'établit sur Terre. Les crypto-bros libertariens, néo-conservateurs et complotistes font front commun pour cette nouvelle marche impériale. Une révolution viriliste sur la planète et dans les esprits. Chasser les démons, guérir les malades, brûler des sorcières et la DPJ. C'est la révolution viriliste. Je me réveille, je prends mes droits. Je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, je suis l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs, je suis présent, je suis actif. Je suis engagé dans ma communauté. Je suis citoyen, je suis partie prenante. Je suis un être humain avec des droits et des devoirs. Je suis égal. Mais la révolution viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat contre les stéréotypes, contre les normes, contre les oppressions. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel à la dignité, à l'autonomie, à la responsabilité. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain, je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions, je suis équilibré, je suis serein. Révolution viriliste, je prends mes droits, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon